d'être là. On va avoir un entretien, une présentation de trois romans. Un jardin au désert de Karine Fernandez, qui est à ma droite. Le livre des reines de Joumana Haddad, qui est traduit de l'anglais. Et Égypte 51 de Yasmine Klatt, qui est là. Alors, vous avez toutes les trois une carrière, le mot n'est pas très agréable, mais d'écrivaine, de romancière. Je ne vais pas revenir dessus, c'est documenté, on trouvera ces renseignements ailleurs. Et des romans qui, souvent, pour vous, sont très, très ancrés dans les espaces du Moyen-Orient, les espaces géographiques, les espaces humains, sociaux et sociétaux. Vous racontez un certain nombre d'histoires, comme si les lieux étaient propices à un certain nombre d'interrogations, et les histoires des personnages étaient propices à un certain nombre d'interrogations. Alors, je vais commencer par vous interroger, Joumana Haddad, pour ce roman, Le livre des reines, qui reprend très vite, pour moi, les biographies d'un certain nombre de personnages, et en particulier d'une lignée, de femmes d'une lignée, dont le début est un début tragique, puisqu'il s'agit de ce qu'il faut bien appeler le génocide arménien. Et donc la traversée, et quelqu'un qui va s'en sortir, mais très très péniblement. Vous racontez, vous expliquez un peu cette histoire à la fin, par une sorte de petit texte qui dit quelle est la part du romanesque, quelle est la part de l'histoire familiale. Alors, ce n'est pas votre premier roman. Si ? C'est mon 15e livre, mais c'est mon premier roman. Alors, allez-y. Donc, et c'est vrai que c'est essentiellement des essais. Oui, des essais et de la poésie. Oui. Et que, voilà, donc c'est une histoire finalement autour de laquelle vous tournez depuis un moment. Et qu'est-ce qui fait que le moment de son écriture est devenu un moment propice ? Qu'est-ce qui a rendu possible cette écriture qui est fondée sur des traces essentiellement ? Oui. Tout d'abord, bonsoir. Je suis ravie d'être là. Merci Yves, merci à Yasmine et Karine. Je suis honorée de partager cette table avec vous. Le livre des reines est un livre, je crois, pour lequel j'ai commencé à écrire à 11 ans. Et là, ça m'a pris une bonne trentaine d'années pour pouvoir l'écrire. J'ai tout écrit avant lui. J'ai écrit de la poésie, du théâtre, des essais à propos de la situation de la femme dans le monde arabe et au Liban, etc. Mais je voulais arriver au point où je serais prête pour faire cette confrontation avec cette histoire qui est en quelque sorte très inspirée de ma propre histoire, de ma propre famille. Ma grand-mère maternelle était arménienne et elle a survécu. Elle avait 3 ans lorsque le génocide arménien est advenu, et c'est sûrement un génocide, Yves. C'est pas juste une manière de l'appeler. Donc, elle avait 3 ans. Elle a beaucoup souffert pendant sa vie, mais elle a tenu quand même. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, etc., toute une vie. Et puis un jour, j'avais 7 ans, je la découvre morte, suicidée par terre, dans la cuisine. Et pour une enfant de 7 ans qui déjà grandissait dans une ville hantée par la mort, parce que la guerre du Liban avait déjà éclaté il y a 2 ans, et donc on vivait dans la peur, dans la violence et tout ça. Ce spectacle, ou bien cette expérience, ce face-à-face avec la mort, a tout d'abord déclenché une conversation continue avec elle, avec cette femme
je ne savais rien à propos de sa vie. Et donc là, la recherche a commencé, qui est aussi une recherche assez personnelle. Évidemment, pas beaucoup pendant mon enfance, c'était juste des questionnements, mais j'ai pu faire cette recherche beaucoup plus tard dans ma vie. Et bon, il y a 2 ans, je me suis décidée, je vais écrire cette histoire. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était née en 1912. Il y a eu le génocide en 1915. Elle était en Turquie. Là, en 2015, 2016, 2017, qu'est-ce qui a changé dans cette région du monde, qui est la mienne, qui est le Moyen-Orient? Presque rien. Ce n'est qu'un cercle vicieux de guerre, de violence, depuis la génération de ma mère jusqu'à ma propre génération, jusqu'à la génération de mes enfants, et ça continue. Et donc, j'ai eu envie de raconter en quelque sorte ce cercle vicieux pour peut-être pas m'en débarrasser ou l'exorciser, mais peut-être un peu le dompter et m'apprivoiser et l'apprivoiser à travers ces 4 femmes, la grand-mère maternelle, la mère, la petite-fille et l'arrière-petite-fille, qui chacune a eu une expérience différente depuis l'Arménie jusqu'à la Palestine en 1948, en passant par le Liban en 1975, en arrivant à la Syrie en 2011. Et donc voilà un peu l'histoire de ce livre. Et comme vous avez si bien dit, je tourne autour de cette histoire depuis pas mal de temps. Oui, ça procède effectivement d'un enroulement et en même temps d'un jeu de cartes, puisque ces 4 femmes sont représentées à l'intérieur du texte par des cartes à jouer. Et on voit bien, on se demande finalement, si je file la métaphore, qui a la main. Oui, exactement, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi la métaphore des cartes de jeu. C'est pas n'importe quelle carte, ce sont les reines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, grandissant à Beyrouth, j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les abris. Et là, lorsque les parents ne parlaient pas politique, ils jouaient aux cartes avec les voisins. Et ça m'embêtait déjà depuis très jeune le fait que la carte du roi soit plus forte que la carte de la reine. Je trouvais ça complètement... Et je n'avais aucune conscience du féminisme, de tout ce discours, toute cette philosophie, mais je trouvais ça injuste. Pourquoi le roi devait-il être plus fort que la reine? Évidemment, c'était accompagné aussi par des témoignages que j'avais dans ma vie de l'injustice dont la femme était victime. Si ce n'était pas la violence, c'était la condescendance qui n'est pas mieux. Et donc j'ai choisi de symboliser chacune de ces femmes, chacun de ces personnages par l'une des reines du jeu de cartes, pour dire en quelque sorte qu'il y a beaucoup de choses que nous recevons, que nous héritons, que nous ne choisissons pas. Nous, les femmes de ce livre-là, nous avons eu le malheur de recevoir de très mauvaises cartes. C'est la malédiction de la géographie, de l'histoire, tout cet enchaînement en quelque sorte infernal. Mais ces 4 femmes, bien qu'elles soient battues à plusieurs reprises, n'arrêtaient jamais de se relever. Et donc, elles trouveraient toujours la force de résister, pas au roi en tant qu'homme, je ne parle pas juste de l'homme, mais du pouvoir, de la société patriarcale, de la violence des guerres, de tout ce qui constitue une imposition où elles n'avaient aucun choix. Elles n'avaient pas le choix, elles devaient subir, mais elles ont subi avec dignité et elles ont résisté avec beaucoup de résilience. Mais vous leur laissez une zone de liberté. Ce n'est pas simplement des personnages qui sont animés comme ça par le regard de la narratrice. Et je vais faire le lien avec ce que vous écrivez tout à la fin, à propos justement des histoires, et notamment de ces femmes, notamment de la première,
qui subit les violences maximales, étant enfant, étant jeune adolescente. Et puis il y a à l'intérieur de cette histoire des viols, des naissances, quelque chose qui est une dramatisation du texte. Je ne vais pas dévoiler, évidemment, il faut lire le roman. Il y a un aspect très troublant, c'est-à-dire que c'est pas affirmé, mais peu à peu, on va se demander si on n'est pas en train de comprendre quelque chose à l'insu des personnages eux-mêmes. Hein. On peut disséminer comme ça des espèces de petits cailloux, mais pas en ordre, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas directement son chemin. Mais à la fin du roman, on se dit, oui, c'était effectivement ça. Okay, et je voudrais juste vous citer ici. Qu'est-ce que la fiction, de toute façon, sinon une réalité en suspens? Et c'est cette réalité en suspens qui est très frappante, dans la mesure où, effectivement, il y a une histoire qui est racontée, enfin plusieurs histoires, et un enchevêtrement d'histoires, et puis vous laissez arriver quelque chose que le lecteur doit pressentir. Je laisse arriver la vie, en quelque sorte, parce que le monde et la vie, ils sont troublants. Vous nous disiez tout à l'heure combien nos romans étaient durs. Tout d'abord, j'ai essayé de raconter toute cette souffrance, toutes ces angoisses, sans tomber dans le pathos. Et ça n'a pas été du tout facile. Et c'est pourquoi peut-être j'ai mis autant de temps pour pouvoir un jour l'écrire. Mais aussi, le monde est plein d'histoires de femmes comme celle-ci, de femmes que la vie n'a pas ménagées, que le destin n'a pas ménagées, et qui n'ont pas pu avoir aucun outil pour pouvoir, en quelque sorte, faire sortir ou faire guérir ces plaies à travers autre chose. Moi, je me dis toujours avoir de la chance parce que j'ai pu transformer tout ça en mots. Et ça m'a aidé, ça m'a pas... Bon, c'est le fait de se débarrasser ou bien de s'exorciser à travers l'écriture, je n'y crois pas beaucoup, mais ça allège un peu le poids de toutes ces angoisses, toute cette douleur, alors qu'elles n'ont pas eu le choix. Il y a beaucoup de femmes dans le monde d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous sommes en 2020, qui subissent cela, et je ne parle pas que du monde arabe, oui, je parle du monde en général. Bien sûr. La caractéristique, si on peut dire, d'un certain nombre de ces personnages féminins, c'est qu'elles sont presque mutiques, presque aphasiques. Et elles n'ont pas les mots, elles ne trouvent pas. Et donc, il n'y a pas de montage du récit de leur part. C'est une interprétation un peu rapide. Et donc, c'est vrai que là, la place de la narratrice, pas du narrateur, bien de la narratrice, est essentielle pour apporter ses propres mots à ces personnages qui ont souffert le martyre, littéralement. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'alterner la narration avec les monologues intérieurs de ces 4 femmes, parce qu'il y a 2 temps dans la vie, ce qui se passe et ce que je suis, moi, en tant que narratrice, capable de raconter, et puis le temps du vécu, de l'intérieur. Et j'ai voulu, en quelque sorte, le rendre par ces monologues qui sont éparpillés dans le texte. Je vous remercie infiniment, Johanna Haddad. Je pense qu'on va revenir, on va tourner un peu avec les livres, et puis on reviendra. Il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir. Je me tourne vers vous, Yasmine, à propos d'Égypte 51. Alors, là, on est aussi dans une drôle d'histoire d'amour, au départ, entre une femme et un homme, mais la femme ne sait pas, oui peut-être, mais non finalement, mais oui peut-être. Et puis ça va arriver, mais pas sous les yeux du lecteur. Et ça c'est très très frappant. C'est-à-dire que on ne sait pas où sont les personnages, puis tout d'un coup on les découvre mariés. Est-ce que vous pouvez justement nous faire rentrer dans cette histoire? On est en Égypte, on est dans une vision que les Occidentaux traduiraient comme l'Égypte heureuse, pas si heureuse que ça, on le sait. Et on est dans l'endroit de la, comment dire,
C'est presque un lieu de vacances. Les gens habitent en vacances. C'est l'impression qui est donnée. Oui. Je suis née moi-même en Égypte en 59. Je suis née au bord du canal de Suez, dont je parle beaucoup dans le livre. Et nous avons quitté, j'avais 3 ans. Et puis nous sommes allés en Afrique, puis, enfin nous étions déjà en Afrique puisqu'on était en Égypte, mais nous sommes allés en Afrique de l'Ouest, puis au Liban. Mais j'ai toujours été décalée, c'est-à-dire qu'au Liban, on m'a toujours dit « mais d'où tu viens ?» Non seulement parce que j'ai grandi dans un milieu extrêmement francophone, où on ne m'a pas appris l'arabe. Je l'ai appris au Liban, c'était surtout l'arabe littéraire à l'école. On ne m'a pas appris l'arabe oral, je ne savais pas parler, je savais pas parler l'arabe. Et jusqu'à présent, j'ai des moments où je suis très inhibée. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très inhibée. C'est comme si on m'avait ôté quelque chose. Enfin, c'était un milieu très particulier, extrêmement francophone, très cosmopolite, très élitiste. Et à la mort de mes parents, donc on a eu aussi toute une trajectoire très difficile, etc., puisqu'on est passé de l'Égypte au Liban, qu'au Liban il y a eu la guerre, qu'on est reparti encore, donc ça a été encore un nouvel exil. Et à la mort de mes parents, j'ai découvert dans une caisse quelques lettres, mais quelques lettres de mon père, quelques lettres de ma mère à son frère, etc., et il y avait dans ces lettres un tel bonheur, une telle légèreté, une telle gaieté, que je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut absolument que je parle de ce pays dont je viens, mais que je connais en fait si mal, puisque j'ai quitté, j'avais 3 ans. Et je me suis lancée dans des recherches. Et ça a été une des périodes les plus heureuses de ma vie, parce que j'ai eu l'impression de me retrouver à ma juste place pendant ces recherches. J'ai fait la connaissance de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Grâce à eux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi au bord du canal de Suez. J'ai rencontré des historiens, Alain Grèche aussi, qu'on vient de rencontrer là en venant, donc, qui s'occupe d'Orient 21 et qui était rédacteur en chef du Monde diplomatique, une historienne. Et j'étais vraiment très, très heureuse. J'étais chez moi. Comme je n'ai jamais été chez moi, j'étais à nouveau chez moi. Et j'ai développé, donc je suis partie d'une correspondance, je me suis inspirée de ces quelques lettres que j'avais lues pour installer une correspondance. Et puis, bon, j'ai inventé donc une histoire, une fiction. Mais on pourrait dire, c'est une femme libérée puisqu'elle appartient que Mia, donc il y a 2 personnages, il y a Mia et Stéphane. Il y a Stéphane qui est médecin et qui travaille au canal de Suez. Et Mia, qui est la jeune femme qui habite le Caire, à qui il écrit et qu'il veut épouser, puis elle résiste, etc. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout une femme libérée. Elle hésite, d'abord elle hésite beaucoup, elle ne veut pas se marier parce qu'elle a l'exemple de sa mère, qui est une femme qui est dans l'abnégation totale, qui est très dévouée, qui s'occupe de sa famille, etc. Et elle a sa grand-mère, qui est une femme fantasque, très particulière, qui est détestée par toute la famille, et qui lui dit « Surtout, ne te marie pas, ne te marie jamais, ma chérie ». Bon, pour dire que ce n'est pas que cette oppression de la femme, que cette inhibition, que cet enfermement, il est plus subtil que ça, que c'est pas forcément quand on est dans les milieux où c'est le plus évident, parce qu'on est d'un autre milieu, que ça n'existe pas. Ça existe aussi. Et donc va commencer, enfin c'est un roman épistolaire, hein, et vraiment entre Mia et Stéphane. Et lui essaie de la convaincre. Il y a d'un côté cette légèreté de l'Égypte, ce bonheur, ces senteurs, ces musiques, les plats qu'il mange, enfin tout ce bonheur extraordinaire de l'Égypte à cette époque-là. Parce que c'était une époque où l'Égypte était cosmopolite, où il y avait beaucoup de communautés étrangères. Or, malheureusement, l'histoire a fait que ces communautés ont dû partir. Et il y a une chose dont on parle beaucoup dans le livre, c'est la tendresse de l'Égypte. Stéphane dit à Mia, j'ai peur pour la tendresse de l'Égypte. Et effectivement, bon, enfin, il va y avoir des événements de 52, il va y avoir la nationalisation du canal de Suez, l'agression tripartite, etc., qui ont fait que la communauté juive a dû partir, les Anglais sont partis, les Français sont partis, les autres, les Grecs, les Italiens sont partis aussi, enfin les ont suivis.
Et la communauté, on les appelait des libano-syriens, sont partis aussi un peu plus tard, quand il y a eu des lois socialistes en 61, en 62. Donc l'Égypte a changé. Et j'ai essayé dans ce roman-là de faire un instantané de cette Égypte extraordinaire, qui a été cette Égypte si cosmopolite et donc enfin, ce qu'il appelle être l'Égypte de la tendresse. Merci beaucoup. Si on a le temps tout à l'heure, à propos de chacun de vos romans, je vous dévoilerai les musiques que j'écoutais le soir après les avoir lues. Et pour ce passage sur l'Égypte, c'est pas très difficile de trouver quelle chanteuse. Peut-être pas aussi simple qu'on ne le pense, mais effectivement, il y a cette atmosphère, et c'est vrai que la noirceur de Durel en moins, parce que il est assez épouvantable, Laurence Durel. Laurence Durel, oui. On ne sait pas tout, mais le quatuor d'Alexandrie, effectivement, constitue une sorte d'arrière-plan de nos imaginaires européens. Je ne parle pas des écrivains égyptiens, évidemment. Et je trouve qu'effectivement, ça c'est très très fort, très très intense. Et puis on arrive au Liban. Et là, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a une rupture dans le livre. Bon, je vous raconte pas ce qui se passe entre les personnages et comment ils se retrouvent, etc., parce qu'il ne faut pas dévoiler tout le livre. Mais c'est vrai qu'il y a une rupture à partir d'un moment. Et cette rupture, tout d'un coup, on n'est plus dans les lettres de Mia à Stéphane, comme si l'exil avait capturé leur voix, comme s'ils leur étaient plus capables, comme s'ils étaient plongés dans le silence brutalement. Et il y a un personnage qui va prendre en charge la narration du roman, et c'est Joe le Watchman, parce qu'ils se retrouvent dans un bungalow au Libéria, et ils ont un gardien, le Watchman, qui est Joe, et c'est lui qui dit... Il va dire à un moment donné une phrase qui est très importante. Il va dire « Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire face à la fragilité, à part étendre les bras et essayer d'arrêter l'océan, d'arrêter le vent, et qui va les conduire ailleurs et qui les a conduits ailleurs. » Et il se reproche, il va se sentir coupable. Il va dire « Je n'ai pas su protéger la tendresse. » C'est vraiment un élément très important du livre, c'est la tendresse. Parce qu'effectivement, ils partent au Liban, et là, il y a des drames, il y a des tragédies, il y a des enfants qui essayent. Mais alors, on n'est plus du tout dans cette sensualité, et dans cette langueur de l'Égypte. On est tout à fait dans autre chose. On est face à des personnages qui affrontent la guerre. Donc, c'est tout à fait différent, bien entendu. Il y a une autre femme au Liban, il y a la voisine de Théo, c'est leur fils, parce qu'ils vont finir par se marier. Ils ont 2 enfants, Théo et Liliane. Et Théo, lui, est très pauvre et n'a pas voulu quitter le Liban, résiste là-bas comme il peut. Et il va tomber amoureux de sa voisine, qu'il ne voit qu'à la fenêtre quand il va prendre le service, c'est-à-dire le taxi collectif tous les jours, etc. Et là, c'est vraiment aussi une femme de l'intériorité, une femme pas de l'ombre, mais une femme dans l'ombre. D'ailleurs, dans la plupart de mes romans, les femmes, j'y pensais en revenant, ce sont des femmes dans l'ombre, tous. Que ce soit dans Le désespoir est un péché, que ce soit dans Partition libre pour Isabelle, qui est une histoire autour de l'histoire d'Isabelle Rimbaud, que ce soit, enfin bref, dans tous mes romans, je ne sais pas pourquoi, ça doit être lié à moi, mais ce sont des femmes dans l'ombre. Et cette femme-là est doublement dans l'ombre parce qu'elle est handicapée, qu'elle a été atteinte par un éclat d'obus pendant la guerre. Non, enfin, je vous en parle parce que je sais qu'on parle des femmes, mais donc il va y avoir des choses très tragiques, etc. Mais le livre se termine sur une note d'espoir, sur un mot qui a été dont Stéphane a parlé, enfin cité la beauté de l'espérance. Que malgré tout, et malgré les drames, et malgré les tragédies, etc., on ne perd pas ça, on reste accroché à la beauté de l'espérance. Je vous remercie beaucoup, Yasmine. Excusez-moi. Merci beaucoup pour cette présentation du texte. Je me tourne vers vous, Karine Fernandez. Et là, on va changer de pays. On va changer peut-être même d'horizon.
on est avec un jardin au désert. On commence dans le roman, on est en Arabie Saoudite et on est chez un personnage presque loufoque. On devine, enfin on pressent peu à peu qu'en fait il est immensément riche et il habite dans un endroit un peu dépenaillé quand même. Et peu à peu on va voir ce qui se passe dans sa tête. Et c'est un personnage qui est le personnage quasiment central du roman. Enfin, en tout cas, ça tourne beaucoup autour de lui et de sa petite fille. Bon, on viendra à la petite fille dans un instant. Mais il y a quelque chose chez lui et qui va bouger, qui va se transformer. Il y a une métamorphose. Et on part de très très loin, finalement. Oui, alors ici, on est en Arabie Saoudite, un pays très peu connu, assez peu connu, je dirais, que j'ai eu le privilège, le triste privilège, le privilège avec plein de guillemets, de connaître personnellement de l'intérieur moi-même, parce que j'y ai vécu, j'ai passé un certain nombre d'années en Arabie Saoudite. J'ai aussi beaucoup vécu en Égypte, et j'étais très touchée par ce que disait Yasmine tout à l'heure, parce que cette Égypte cosmopolite dont elle parle, moi j'ai connu l'Égypte pendant les années Sadat, et mes amis étaient des gens de toutes les nationalités qui parlaient des tas de langues, comme Joumana. Et donc, et souvent, il y avait beaucoup de Syriens, beaucoup de Libanais, beaucoup d'Arméniens. Micro, oui. Et donc, je peux dire que j'ai passé des années en Égypte, j'ai grandi en Égypte, j'ai appris l'arabe en Égypte. On dit qu'en Égypte, les Égyptiens ne parlaient pas vraiment l'arabe, mais moi, j'ai appris peut-être un arabe dialectal, l'arabe de la rue, je l'ai appris en Égypte. Et après cette Égypte si vivante que j'adorais, je me suis retrouvée en Arabie Saoudite. Donc c'était vraiment autre chose. Pour moi, l'Arabie, c'était vraiment la prison. Et pendant longtemps, j'ai voulu écrire des livres sur l'Arabie. Je me dirais que j'ai tourné autour de l'Arabie. J'ai tourné. Le premier roman que j'ai écrit sur l'Arabie, je n'ai pas pris mon point de vue à moi, j'ai pris le point de vue d'une servante. C'est la servante abyssine, une servante en Arabie Saoudite. Mais j'étais encore à l'extérieur. J'avais le point de vue d'un étranger, une servante africaine, sur l'Arabie. Je voulais véritablement écrire l'histoire de l'Arabie, des habitants et d'une famille saoudienne. Alors là, avec Un jardin au désert, c'est l'histoire d'une très grande famille saoudienne, grande dans tous les sens du terme, grande parce que c'est une famille nombreuse, mais c'est également une famille qui a du pouvoir, prestigieuse, même aristocratique. Et le chef de cette famille, on peut presque dire une tribu, le chef, eh bien, c'est le patriarche, c'est ce vieil homme, Talal, qui a 75 ans au début du roman, qui est immensément riche, mais qui s'est retiré au début du roman, il s'est retiré dans une palmeraie, dans une bicoque, et il vit de la manière la plus, j'allais dire, presque la plus pauvre qui soit. On ne sait pas très bien pourquoi il s'est retiré, je ne vous dirai pas maintenant, tout de suite. Il faut garder le suspense. Et ce personnage, c'est un original. Alors vous me disiez, loufoque. Moi, j'aime beaucoup les originaux. Audiard disait les lunatiques, les fêlés auraient les fêlés parce que c'est à travers eux que passe la lumière. Dans mes personnages sont souvent un petit peu originaux, fêlés. Et l'Arabie, qui est un pays tellement codifié, ici, on a un personnage excentrique, donc qui casse les codes d'une certaine manière. Donc il s'est retiré dans cette palmeraie et il passe 6 mois là-bas avec des tentations également un petit peu mystiques. Et il va faire une drôle de rencontre dans la palmeraie. Alors juste avant, le personnage paraît loufoque à la lecture parce qu'il ne mange rien, il mange 3 dattes, il boit beaucoup de thé. Il boit beaucoup de thé. Ouais, on a, alors, les secrets de la préparation du thé, on les a. Mais de temps en temps, il monte pour avoir la connexion avec son téléphone parce qu'elle n'est pas sur sa plantation. Et il engueule un domestique. Oui. Et il lui demande de quand même faire attention à sa jaguar. Et donc, tout d'un coup, là, le lecteur est un peu perdu parce que d'un côté, il mange 3 dattes au repas et de l'autre, il a des préoccupations pour sa voiture. Et quand je dis voiture, parce que la Jaguar est une voiture, oui. C'est peut-être... voilà. Et ça, c'est un signal. Il y a quelque chose, il y a une alerte. Là. Oui. Alors, ce jardin au désert, cette oasis, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est à côté de Riyad, c'est Diriyah. Et Diriyah, c'était véritablement... C'est le berceau de la famille Saoud. Et
moi, à l'époque, quand j'étais en Arabie, c'était encore le château de la famille Saoud était encore en ruine. Ils étaient en train de le restaurer. Donc, on est ici dans quelque chose de très important. On est au cœur de l'île. Hein. Vous savez, en arabe, l'Arabie, on l'appelle le Jazira. Là, ça veut dire l'île. Là, en fait, c'est une presqu'île. Et là, vous êtes vraiment dans le cœur, le berceau de la famille Saoud et la naissance du wahhabisme aussi. On est là. Donc, symboliquement, c'est très, très fort. Et on est à 2 pas de la capitale. Donc, avec des effets de contraste, le contraste entre Riyad, cette ville qui rivalise avec Dubaï, qui est une ville qui est devenue tentaculaire, avec je vais dire, vous avez les plus beaux fleurons de l'architecture moderne, vous avez tout cela, et vous avez à côté une autre époque. Vous avez cette palmeraie et vous avez cette Diriyah, l'ancien château des Saouds. Donc Talal s'est retiré dans cette palmeraie, dans cette bicoque, mais il n'y restera pas. Effectivement, il va rentrer en ville. Il va faire une rencontre dans son jardin, et une rencontre déterminante avec un jeune homme, bizarrement égyptien. Égyptien, oui. Alors, ce personnage de Talal, c'est quelqu'un qui a eu, donc il a 75 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, qui a eu beaucoup d'épouses. Alors, il a été, sans être véritablement un polygame, parce que c'était des épouses successives. Donc il s'est marié comme ça pendant toute sa vie, il a beaucoup d'enfants et d'une certaine manière, il se met en vacances de tout ce monde qui lui casse la tête, il se retire dans cette palmeraie. Et dans cette palmeraie, il va découvrir un ouvrier agricole égyptien, qui n'est pas qu'un ouvrier agricole égyptien, c'est quelqu'un d'éduqué, qui était ingénieur chez lui, qui à cause de situation en Égypte s'est retrouvé en Arabie Saoudite. Et entre ces 2 personnages que tout sépare, la condition sociale, l'âge. Il faut dire que l'Égyptien, Rezak, est le fils du cuisinier. Il y a une histoire assez cocasse du père cuisinier, donc fils d'un cuisinier. Et entre ces 2 hommes va se nouer une relation très particulière, qui est une relation filiale. Et c'est presque une Talal qui, d'une certaine manière, avec ses enfants, n'a jamais été un bon père, va découvrir la paternité. C'est une paternité élective. Il y a pratiquement un coup de foudre filial entre cet Égyptien et ce vieil homme. Et donc c'est Rezak qui va ramener Talal à la ville, à Riyad, et qui va l'amener à reprendre un petit peu les commandes de ses affaires qui étaient parties à la dérive. Donc il revient à Riyad avec comme conseiller, comme bras droit, cet Égyptien. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il y a un Égyptien. J'ai voulu réunir les deux territoires de mon univers mental. Alors moi, contrairement à mes consoeurs qui sont d'origine arabe et qui sont de langue française, moi j'ai fait l'inverse. Je suis une Française qui suis passée de l'autre côté du miroir un petit peu. Et puis j'avais une fascination pour le Moyen-Orient, pour la langue, voilà. Et donc les deux pays où j'ai séjourné très longtemps, c'est l'Égypte et l'Arabie. L'Égypte que j'ai beaucoup aimée, l'Arabie où je me suis sentie en prison. J'avais envie de les réunir et je les ai réunis à travers 2 personnages, l'Égyptien et le Saoudien, qui vont se rencontrer. Alors quand on est de nouveau de retour à Riyad avec Talal et Rezak, on rencontre l'univers féminin, puisque c'est quand même un des objets de notre rencontre ce soir. On rencontre l'univers féminin et alors on pourrait se dire au départ qu'il n'est pas gratiné et puis il se passe des choses dans cette société de femmes extrêmement intéressantes. Une épouse qui en a marre de son mari qui joue le mystique et qui lui demande la répudiation. Une première épouse qui a été conservée, qui sert à la fois de figure maternelle, etc., etc. Enfin, il y a des choses très, très bizarres. Et puis, il y a une petite fille. Il y a une petite fille qui a un statut un peu particulier, Talia. Oui. Alors là, on parlait des 2 personnages masculins, mais bon, il y a beaucoup de femmes dans le roman. Et lorsque Talal quitte la palmeraie et retourne à Riyad, bien, il retourne au palais, ce qu'il appelle le palais, chez lui, sa maison. Ben, au fond, c'est l'univers des femmes.
Parce que là, dans ce palais, il a fait construire un palais, en fait, pour y mettre surtout sa vieille mère. Sa vieille mère qui n'a pas tellement de différence d'âge avec lui, elle a juste 14 ou 15 ans, elle l'a eu très jeune. Et sa vieille mère qu'il adore, on parlait de tendresse, il y a énormément de tendresse entre la vieille mère et le fils. Ils se font des câlins, ils se dorment parfois dans le même lit, enfin voilà. Il y a cette tendresse dont j'ai été témoin. Et donc il y a sa vieille mère dans ce palais, il a la première épouse avec laquelle il n'a aucune relation, c'est comme une sœur, c'est la seule qu'il n'ait jamais répudiée. En fait, il l'a gardée un peu comme infirmière pour sa mère. Donc, et ça, c'est une femme soumise, alors que la mère n'est pas une femme soumise. Et c'est une chose, je pense, pour moi, quelque chose que je voulais montrer dans le livre et qui me semblait essentiel, c'est que les anciennes générations avaient l'esprit beaucoup plus ouvert, étaient beaucoup plus libérales que les nouvelles. Et Talal est beaucoup plus... il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus tolérant que ses fils. Et il a donc voilà connu autre chose. Donc voilà, donc il y a la vieille maman, il y a la première épouse et il y a la petite fille, Dalia. Là, on saute de génération, on va vraiment on découvre la jeunesse séoudienne. Dalia n'est pas seulement séoudienne, elle est moitié anglaise, moitié séoudienne, parce que sa mère était anglaise et le grand-père l'a enlevée. C'est une petite fille qui a été enlevée à sa mère en Angleterre et qui a été élevée en Arabie. Et c'est le grand-père qui l'a élevée. Donc, vous avez un personnage, Dalia, qui est déchirée, qui est véritablement... elle est entre deux mondes. Elle est entre l'Arabie et l'Occident. C'est une jeune femme révoltée qui, d'une certaine manière, a beaucoup d'amis. Au début du roman, elle passe son bac. Elle veut devenir chirurgienne, mais chirurgienne cardiologue, pour réparer les cœurs. Une profession qui n'était pas féminine du tout en Arabie, qui était une profession masculine. Donc, elle a ce projet, et c'est une révoltée, c'est une rebelle, finalement, qui dicte sa loi, et le grand-père en est complètement fou. Il est complètement fou de Dalia. Et voilà. Donc beaucoup de choses vont se passer à partir de Dalia. Et c'est un personnage, pour moi c'est une Antigone. Dalia, c'est quelqu'un qui bravera même la mort. Les personnages sont dans ce palais, dans ces palais. Ça ressemble à un palais surréaliste. C'est presque une toile de Chirico. Et à partir de là, un monde de relations va se mettre en place. Et ce qui est particulièrement subtil dans le roman, c'est de montrer comment ces relations ont finalement amené des métamorphoses et des transformations de la part de tous les personnages. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a la velléité de la rébellion, tout le système bouge et on ne sait pas quoi faire. Sinon, la marier, mais ça ne va pas marcher. Je ne vais pas plus loin dans la divulgation de la fin. Et ça, c'est assez subtil parce qu'il me semble que ça fait référence, alors le peu que j'en connaisse, mais ça fait référence aussi à la situation en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser un peu rapidement, les choses bougent finalement pas si lentement que ça. Disons qu'on est dans un système aussi qui est toujours très ambigu, hein, qui n'est jamais clair. On fait un pas en avant et un autre et 3 pas en arrière, oui, c'est vrai. Alors, moi, pour revenir justement au désir d'émancipation des femmes, vous avez par exemple la jeune Dalia qui a des amies qui veulent s'émanciper, qui sont des militantes, et qui veulent conduire. Hein. Donc, quand j'écris ce roman, les femmes en Arabie n'avaient pas encore le droit de conduire quand le roman a été écrit. Et donc, elles ont eu le droit de conduire il y a 2 ans. J'avais une très grande amie qui était une des premières femmes qui a pris le volant en Arabie Saoudite. Elle a participé au rallye des 50 en 91. Et donc, on s'est appelé à ce moment-là. Elle était ravie. Elle m'a dit, tu te rends compte, ce que je n'aurais jamais cru que ma fille un jour pourrait conduire, elle pourra. Et 15 jours après, elle a été emprisonnée.
elle a été emprisonnée, elle a été libérée, mais elle a été emprisonnée parce que ces féministes saoudiennes réclamaient davantage, réclamaient l'abolition de la tutelle, parce qu'il y a cette tutelle. La femme n'est pas considérée comme majeure. Donc, voilà. Alors, les choses bougent, comme vous disiez, mais elles bougent très, très lentement, et la situation de la femme est toujours d'une injustice criante. Ça n'a pas tellement changé. Merci beaucoup. Alors, je propose, pour les quelques minutes qui nous restent, si vous avez des questions à poser à nos trois auteurs. Si la première question est difficile, on va sur la deuxième. Madame. Juste une question par rapport au château qui... Dites, il y a un château qui est restauré. Oui. En Arabie Saoudite, il y avait des châteaux là-bas. C'était des bédouins. Il n'y avait pas de château. Non, mais attendez, alors, expliquez-nous ça, parce que moi, ça m'a un peu... Ah non, mais attendez, l'Arabie Saoudite, ce n'était pas que des tentes et le Club Med, hein, les tentes noires. Non, vous avez par exemple à Riyad, vous aviez des constructions. Dans Riyad, vous avez un château qui était le fort Mousmak. Donc vous avez cette architecture en adobe, souvent en pierre et souvent en torchis. Vous savez, l'adobe, la même chose que vous avez au Maroc, c'est très similaire. Et donc vous aviez des villes et vous aviez des villages. Pas comme au Yémen où vous aviez ces villes prodigieuses, mais vous en aviez. Ce n'était pas que des bédouins. Est-ce que je peux dire une chose ? Oui. Parce que ça m'a beaucoup interpellée et je suis... j'ai de la reconnaissance pour Karine parce que quand vous avez dit que les choses bougent et assez rapidement, moi j'ai eu un sursaut. Je suis sûre que vous l'avez remarqué parce que... non. C'était une provocation. Oui, parce que c'est pas le cas du tout. Parce que c'est-à-dire l'avancement doit être mesuré par le degré ou bien le degré de dignité qu'un être humain possède. Et là, vraiment, nous sommes en train de parler. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup d'amis activistes qui sont en prison, qui ont peur de dire quoi que ce soit, qui veulent fuir même. Et quand une grande partie de la société rêve de quitter un pays, ça ne veut pas dire que les choses bougent rapidement, Yves. Alors, je sais bien. Mon souci est toujours... je ne suis pas le bon objet. De donner à un moment donné une provocation pour inciter à faire sentir les choses. Je suis parfaitement au courant, j'ai été relativement proche. Pour donner un exemple de ce caractère très, très... Alors, en revanche, très, très trouble, très, très ambigu, le voyage à Manama, au Bahreïn, on peut passer le soir près du pont qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Et vous savez comment s'appelle ce pont ? Johnny Walker Bridge. Ah, bien sûr. Ok. Mais oui. Bahreïn est un des plus gros producteurs de bière dans le monde, mais il l'exporte pas, elle importe les clients. Donc voilà, dans ce... Et pour moi, ici, je vais l'analyser comme un trouble. Ok, à part enfin, je veux dire, on peut en rire, on peut ricaner, etc. C'est pas très difficile. Mais il y a un très très grand trouble. Quand j'ai eu des activités par rapport à cette région du monde, je connaissais les adresses des bars clandestins à Riyad. Et il ne faut pas faire l'andouille, mais ça existe. Enfin. Et notre personnage consomme des produits toxiques, je vais le dire comme ça, Talal, parce qu'on peut l'assimiler à des produits toxiques. Pas du tout. Son thé, son ambre, son... Mais ouais, mais... Ah non, mais là c'est le parfum. À la recherche. Ben c'est le oud. C'est pas du tout un produit toxique. Ouais, mais il est à la recherche de quelque chose. Oui, oui. Non, alors là, non, on est dans une autre culture. On est, par exemple, pour moi, c'était très important, cette culture du parfum. Il n'y a rien de toxique dans ce parfum qui coûte très, très cher. D'ailleurs, j'avais été épatée par les prix que... Vous pouvez payer pour s'acheter un petit morceau de bois, un petit bout de bois qui coûte une fortune, et c'est très important. Alors bien sûr, ça peut provoquer peut-être une extase, mais c'est une extase qui est de l'ordre de l'esthétique. Et le personnage de Talal, c'est un personnage, c'est un esthète avant tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles il change toujours de femme,
parce qu'il est un petit peu comme Don Juan, il est à la Mais recherche. il dort avec il est sa à la maman. recherche de la beauté. Ça aussi, ça Non, m'a- enfin, bon, non, ça, c'est pas de la tendresse, c'est des complexes. C'est pas de la tendresse. Un homme adulte qui Alors, dort avec sa sais- maman. Alors, je ne sais même pas si je l'ai mis dans le roman, mais c'est une chose que j'ai vue. Donc, je peux témoigner. Non, bien. effectivement. Mais moi, c'est ça qui est intéressant et très fort aussi dans votre texte, c'est de mettre en relief ce trouble. C'est ça qui m'intéresse. Alors, Le c'est un reste. livre, il y a quelque chose de schizophrène aussi. Oui, bien sûr, Trouble, on va c'est parler. ça. Voilà, c'est cette hypocrisie, bien sûr. Oui. Et ce trouble-là, on peut le revoir à Paris, mais je ne vais pas insister là-dessus. En tout cas, on va fermer les portes pour ce soir. Je vous remercie infiniment, mesdames, de votre générosité. Je pense que... Non, parce que... C'est pour la tutelle des femmes. La tutelle, oui. Les femmes sous tutelle. Oui. Toutes les femmes. Ah oui, oui, Alors, oui. c'est-à-dire que les femmes, une femme n'est pas considérée comme une citoyenne ou un sujet, mais comme une mineure. Et c'est-à-dire que pour voyager, pour Il faut travailler, Oui. elle a besoin de l'autorisation d'un mâle de sa famille. Ce mâle peut être son père, son mari, son frère ou même son fils. Voilà, Oui, ou bien même sûr. son fils. Donc, elle est considérée comme mineure à vie. Et c'est ça qui est grave. Les femmes ne sont pas considérées du tout comme des sujets. La femme, c'est celle qui sert de la transmission. Elle a son rôle biologique, transmission de la vie. C'est ça qui est terrible. Et du nom. Merci beaucoup en tous les cas et merci de votre Merci. générosité.